Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue en Égypte. Vous avez vu passer l'information non seulement sur Internet, mais aussi évidemment sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream qui se sont saisis de la découverte pour essayer d'en décortiquer les éléments pour savoir si nous étions face effectivement à une grande découverte incroyable ou à un fake sorti d'imagination plutôt fertile. J'avais posté une première vidéo concernant tout ça il y a à peu près 2 semaines, lorsque j'étais, en Égypte et depuis, il était, forcément «obligatoire» entre guillemets, que je me plonge un petit peu plus dans le cœur du sujet pour décortiquer vraiment ce qui se cache derrière cette découverte. Et quoi de mieux pour pouvoir apporter toutes les réponses nécessaires que de se fier à ce que nous a traduit un Italien anglophone. Effectivement, l'équipe de chercheurs de laquelle est issue cette découverte, ou en tout cas cette annonce, on va utiliser le mot annonce plutôt que découverte, ces Italiens ont effectué une conférence de presse de près de 4 heures, lors de laquelle, en tout cas c'était l'idée à la base, ils ont tout détaillé et présenté au public. Il y a donc un Italien anglophone qui a eu le courage de regarder l'intégralité de cette conférence de presse, qui dure 4 heures, de laquelle il nous a listé et traduit tout ce qui a été dit et présenté. Donc, aujourd'hui, on va voir tout ce qui s'est dit et là, pour le coup, nous serons de manière infaillible face à, entre guillemets, «la vérité». Parce qu'il s'est plongé dans tous les détails, les discussions, les hypothèses, la rhétorique, les phrasés, les assertions, etc. Rien ne vous échappera. Donc, comme c'est assez long, je vous propose, chers amis, de nous plonger immédiatement dans cette immense vidéo et on se donne rendez-vous à la fin pour un petit débrief pour vraiment savoir ce qu'il faut en tirer. Alors pour commencer, soulignons la manière dont cette conférence a été présentée au public. Il a été annoncé au tout début par la présentatrice que aujourd'hui sera révélé une fois pour toutes ce que personne jusqu'à présent n'avait eu la compétence ou le courage de présenter publiquement. On annonce la couleur directe et ensuite la présentatrice accueille le public en disant que tout le monde dans cette salle ce soir-là sera un témoin de l'histoire. Avant même la 10e minute de conférence, auront été présentées au public une espèce de porte cosmique, une Stargate en anglais, ou en tout cas comme ils l'utilisent aussi en italien, ainsi qu'un reptilien. Honnêtement, hein, sans juger, pour une présentation scientifique, en moins de 10 minutes, un reptilien, une porte des étoiles, ce n'est pas forcément la meilleure manière pour asseoir une sorte de crédibilité scientifique lorsque l'on fait une présentation historique ou égyptologique. Mais peu importe, on est là pour les faits, on est là pour savoir ce qu'il y a vraiment dans cette découverte. On peut garder l'esprit ouvert et ne pas se limiter à ce premier ressenti un petit peu négatif. Esprit ouvert, mais toujours les pieds sur terre, bien entendu. Ce que nous allons aussi rechercher dans cette vidéo, c'est l'éventuelle mention d'une cité perdue, une cité cachée. Parce qu'en effet, dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ou en articles, de nombreuses fois, nous avons retrouvé le terme de cité cachée. Alors, pourquoi est-ce que dans les médias, on a eu cette mention? Eh bien, tout simplement parce que dans cette conférence, à 2 reprises en tout cas, 2 intervenants séparés mentionnent l'Amenti, qui est la cité des morts égyptienne. Et donc, c'est en mentionnant cette cité des morts mythologique et mythique que les réseaux sociaux se sont engouffrés dans cette idée un petit peu farfelue, je l'avoue, de cité souterraine qui, je le rappelle, allait jusqu'à 700 mètres de profondeur. Ces 2 intervenants proposent qu'effectivement, cette ville souterraine mythologique n'avait rien d'une légende et a pu réellement exister, et c'est ça qu'ils auraient trouvé sous le plateau de Gizeh. Alors, pourquoi pas? Voyons ce que le premier intervenant a à dire, et lorsqu'il fait le lien avec cette cité et ce qui a été trouvé, bah là, immédiatement, franchement, on nage déjà en plein délire. Ce premier intervenant, il nous gratifie d'une présentation plutôt farfelue, très brouillonne, très désorganisée, dans laquelle il mentionne plusieurs fois l'esprit, les forces, beaucoup de choses métaphysiques. Bref, même si on garde un esprit
ouvert, cela n'est pas nécessairement ce qu'on est venu voir lors de cette conférence, car ça n'a rien à voir avec les scans ou les radars. Il parle aussi de télépathie, enfin, il parle de choses étonnantes dans la mesure où on est supposé assister à une présentation scientifique. Au bout d'une vingtaine de minutes de conférence, ce premier intervenant met les pieds dans le plat et nous propose une nouvelle datation pour la construction du plateau de Gizeh. Tenez-vous bien, là, on est à 36 400 avant Jésus-Christ. 36 000. Et comment est-ce qu'il justifie ceci? Vous allez voir, c'est assez étonnant. Pour justifier ces 36 000 ans avant Jésus-Christ, il nous dit qu'il faut simplement considérer l'ensemble des structures présentes sur le plateau de Gizeh. Point. C'est tout. Bref, franchement, là, on est très, 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 très loin d'une approche scientifique. On soulignera également qu'à ce moment-là de la conférence, il ne parle aucunement d'hypothèses ou d'idées, mais bien de faits avérés. Et il prétend également que ce que certains pensent être des sarcophages sont simplement des types de baignoires ou de réceptacles pour des liquides, mais là aussi, il ne va pas du tout plus loin dans l'argumentation, il s'arrête et se contente de donner cette information brute, sans aucune justification. Alors après, il y a un délire complet sur le chiffre 137. Il nous propose un schéma sur lequel il va isoler certains éléments. Il ne va pas parler de tous les éléments, il va simplement en isoler un ici, 3 là-bas et 7 par là. Et là, il nous dit que 137, c'est l'anagramme de 371. Ok. Est-ce que ça nous avance pour autant? Eh bien pour lui, oui, parce qu'en fait, 371 serait le nombre mystique de l'homme transcendé qui se réincarne. Là, franchement, on est parti loin. Il fera ensuite un lien avec le nombre 432, qui est selon lui le lien entre l'espace-temps et l'immortalité. Si vous n'avez rien compris pour le moment, ça tombe bien parce que moi non plus. Donc si vous avez des commentaires ou des explications, rendez-vous dans les commentaires. Il continuera à parler de choses et d'autres, comme les tables d'émeraude d'Hermès Trismégiste, en proposant de nouvelles traductions sans queue ni tête, avant de laisser la place au deuxième intervenant. Quand le deuxième intervenant arrive, nous sommes à 1h05 de conférence, et pour le moment, comme vous l'avez constaté, aucune mention, zéro mention de l'étude qui nous intéresse. Dieu merci, le deuxième intervenant va parler de la découverte et de la technologie qui a été employée. Il nous parle des radars SAR qui ont été utilisés avec 2 satellites. Par contre, ils ont été utilisés non pas avec des radars, mais avec des sonars. Qui dit sonar dit son. Ce qui veut dire que lorsque nous voyons ceci à l'écran, il s'agit simplement de vibrations sonores captées par des satellites. Et on verra plus tard dans la vidéo que la manière dont il passe de ça, les sons, à ça, la modélisation, relève du fantasme absolu. Parce que, on en parlera plus tard dans la vidéo, la seule chose qui nous permette de passer des sonars à la modélisation, c'est tout simplement ce que leur a proposé l'intelligence artificielle. C'est tout. Et c'est parce que l'intelligence artificielle a proposé ces modélisations qu'ils ont conclu que ce qu'ils avaient détecté au sonar, c'est effectivement ça. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, une étude. Enfin, là, je comprends pas qu'il y ait eu la moindre valeur ou crédibilité apportée à cette étude, quand maintenant on comprend comment ils ont procédé. En fait, ils ont procédé à rien. Ils ont juste fait un petit peu mumuse avec des ordinateurs et ils ont tiré des plans sur la comète, sans mauvais jeu de mots, et il y a rien en fait derrière. Et ça confirme ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Il y a rien. Là aussi, ils ne donnent pas vraiment de précision sur la manière dont les satellites ont été utilisés, mais ils balancent quand même un truc assez énorme en disant que c'est eux qui ont inventé cette nouvelle technologie. Et là, peut-être qu'il se rend compte du délire de son discours, parce qu'ensuite, il précise, mais rappelons-nous que la pensée hérétique finit toujours par l'emporter. Et il va même plus loin. Il dit que hérétique vient de aéro, aéro c'est l'air, et l'air c'est la liberté. Fin de citation. Non, franchement, non, franchement là, ça devient chaud quand même. Et j'étais très étonné de cette traduction apportée par l'italien, parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on soit aussi loin d'un monde pragmatique, réel et palpable. Au bout de 90 minutes de conférence, c'est à ce moment-là qu'il nous décrit, pour la première fois, la technologie. Donc les radars SAR utilisés transmettent des impulsions électromagnétiques afin de recevoir des échos venant du sol terrestre et les vibrations que ce même sol pourrait générer. Mais ça ne va pas plus loin.
Par contre, ensuite, il fait quelque chose de très bien. Parce que dans ce type de découverte, très souvent, on peut reprocher aux scientifiques de ne pas forcément avoir utilisé en amont la technologie pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est plutôt positif. C'était notamment le cas pour la mission Scan Pyramide, parce que vous savez que la technique des muons avait été initialement utilisée dans la pyramide rhomboïdale de Dachour. La pyramide rhomboïdale de Dachour, on en connaissait la structure interne, ou en tout cas on pensait en connaître toute la structure interne dans quasiment tous les détails. Et donc, à l'époque, ils ont tout simplement couplé ce qu'ils ont trouvé avec la technique des muons avec la structure interne connue. Et en voyant que les deux sont similaires, ils ont pu s'assurer que la technique des muons fonctionnait correctement en détectant exactement ce que nous savions ou pensions savoir. Donc c'est plutôt positif ce qu'ils nous font là, mais cela ne permet en rien de justifier l'interprétation des scans en cité souterraine ou turbines ou couloirs verticaux que proposera ensuite l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas mentionné non plus dans ces scans de test, ce sont les détails chiffrés. Combien de temps de scan, quelle profondeur de pénétration, combien d'essais, etc., etc. Tristement, là, comme depuis le début de cette conférence, on balance des infos, mais malheureusement, il n'y a rien pour les justifier. On donne juste des infos brutes comme ça, mais ça correspond à rien finalement. Parce que là, les scans de test, ce qu'ils ont essayé de faire par rapport à ce qu'ils feront plus tard sur le plateau de Gizeh, l'important, ce serait quand même de savoir précisément à quelle profondeur, enfin, jusqu'à quelle profondeur on peut envisager une pénétration des données pour avoir quelque chose de précis et de fiable. Ça, on ne le sait pas. Dans les tests, ils ne se sont pas posé la question. Et aussi, pourquoi et comment ces données sont fiables ou seraient fiables. Donc, on n'est pas avancé pour autant. Et c'est à ce moment-là que le troisième intervenant arrive, Corrado Malanga, qui est supposé être le vrai scientifique de l'équipe. Donc peut-être que les débats vont être tirés un peu vers le haut. Alors lui, il commence direct et il dit que la première fois qu'il a vu les scans, il comprenait rien. Donc, ok. Alors heureusement, il nous dit qu'ils ont utilisé un logiciel qui leur a permis de, entre guillemets, traduire les données. Mais pas d'infos sur la traduction de ces données, ni infos sur le logiciel utilisé. Donc ça reste toujours très 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 vague. Ensuite, je découvre par cette traduction faite qu'il dit beaucoup de gros mots. Donc franchement, pour des scientifiques, là, les bras m'en tombent. Mais attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ensuite, il va admettre qu'il est daltonien. En soi, il n'y a pas trop de soucis. Mais lorsqu'il présente des choses à l'écran, il dit, comme vous pouvez voir sur ce carré noir, alors qu'en fait il s'agit d'un carré orange, et il va continuer encore et encore, jusqu'à ce qu'il admette très simplement que parmi les couleurs qu'il ne reconnaît pas, il y a le bleu clair, le vert clair, ainsi que la quasi-totalité des couleurs qui sont présentes sur les scans. Et il dit ça, du genre, ce que je vois à l'écran, en fait, je ne le vois pas. Et il dit ça comme ça, tout simplement en disant, ce que je vous présente à l'écran, ou les éléments colorés qui permettraient de tirer certaines conclusions ou de réaliser certaines interprétations, eh bien, lui, il ne les voit pas. Il ne les distingue pas. Mais c'est pas tout, parce qu'à partir de 3h30 de conférence, il va commencer à se moquer ouvertement des égyptologues. Il va se focaliser sur une chercheuse académique qui conteste ses découvertes. Bon, en fait, la Terre entière a contesté ses découvertes à partir du moment où on s'est un petit peu plongé dans l'étude. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai lu l'étude et j'ai vu qu'il n'y avait rien derrière. C'est juste des graphiques, des modélisations, mais il n'y a strictement rien dans cette étude qui permettait de vraiment tirer des interprétations ou de savoir qu'on était face à quelque chose de réel. Et là, force est de constater que, à l'issue de cette conférence, il n'y a rien de plus. On nage complètement dans le vide. Donc il a décidé de s'attaquer à cette chercheuse qui avait tout simplement dit, entre guillemets, la vérité, en montrant que, entre les résultats de scan et les modélisations, il n'y a aucun élément qui permette de faire le lien entre les deux. Donc forcément, ça ne lui a pas plu. Et vous savez ce qu'il a osé dire dans cette moquerie? Il l'a dit, et ça c'est l'italien qui fait... Cette vidéo de traduction aussi, elle est vraiment primordiale. Donc il se moque, et au bout d'un moment, il dit, de toute façon, si ça se trouve, elle est daltonienne,
et elle comprend rien à ce qu'elle a sous les yeux. Moi non plus, je sais pas quoi dire. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on soit face à. Moi, je pensais que c'était une conférence de scientifiques. Au point où on en est, on peut aller encore plus loin. Regardez sur cette illustration. Regardez précisément les résultats des scanners et regardez la manière dont ce scientifique, entre guillemets, interprète le tout comme étant des espèces de diapasons géants souterrains. Donc, vous voyez ça à l'écran comme moi. Eh bien, lui, il voit des diapasons. Et je rigole pas quand je dis ça, parce que regardez sur le slide suivant, on a carrément une interprétation modélisée de ces diapasons. Et là, il nous dit qu'en fait, c'est le destin qui a fait qu'ils ont utilisé une technique qui capte le son pour finalement découvrir une structure souterraine composée de diapasons, des diapasons qui vont vibrer grâce au son. Et pour lui, il dit que c'est le destin. Honnêtement, là, on est quand même dans le top 5 des présentations fumisterie non professionnelles de gens qui prétendent avoir découvert quelque chose, Égypte ou Pérou en fait, hein. C'est surtout ces deux pays qui vont attirer ce genre de présentation et de fantasmes, on va dire. Alors pour les plus impatients, il faut savoir qu'il faudra attendre 2h41 de conférence pour que, enfin, on se plonge dans le sujet majeur de cette découverte. Ce sont effectivement ces tubes, ces tunnels verticaux de plus de 600 mètres de profondeur. Je dis tubes parce qu'effectivement, le présentateur ne parle jamais de colonnes, parce que pour lui, ces tubes sont vides. Pour lui, ce schéma nous montre des tubes de verre en spirale. Il utilise bien le terme de verre et de spirale. Donc 600 mètres de verre et spirale en souterrain, partout sous le plateau de Gizeh. Mais face à ces scans, enfin en tout cas ces visualisations de scans, pour lui comme pour son équipe, c'était pas assez clair. Pourtant, ils avaient déjà en tête l'histoire des tubes, hein, des tubes et des spirales. Mais comme c'était pas assez clair, ils se sont tournés vers l'intelligence artificielle pour tenter d'en savoir plus. C'est à ce moment-là qu'il va nous parler de pareidolie. Pour information, les pareidolies, ce sont des types d'illusions qui font qu'un stimulus vague ou ambigu est perçu comme quelque chose de clair et distinct par un individu. Autrement dit, c'est une tendance, entre guillemets, instinctive à trouver des formes familières dans des images plutôt désordonnées comme les constellations, les nuages, etc., etc. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la pareidolie vient faire là-dedans? Eh bien, c'est une très bonne question, mais elle va trouver sa réponse tout de suite. En fait, ce troisième intervenant nous dit que si lui, il voit de la pareidolie, peut-être qu'en fait, il délire complètement et que ces tubes n'existent pas. Mais, lorsqu'ils ont demandé à l'intelligence artificielle si cela pouvait être des tubes, l'intelligence artificielle a dit que oui. Et comme l'intelligence artificielle ne se trompe jamais, je cite, c'est lui qui le dit, comme l'intelligence artificielle ne se trompe jamais, eh bien ce n'est pas de la pareidolie, mais c'est la réalité. Une réalité donc avec des tubes verticaux de plus de 600 mètres de profondeur sous le plateau de Gizeh, tubes en verre et en spirale. Et pour aller plus loin dans le délire, il va parler de la profondeur exacte de ces tubes qui est de 648 mètres. Est-ce que vous êtes assis? Très bien. Parce que selon lui, 648, c'est 324 multiplié par 2. Et 324 serait la longueur de l'axe de l'univers, mais aussi la longueur de l'axe du temps. Ah, je vous avais prévenu, hein, il faut être assis pour ça, mais attendez, il y a encore mieux. Ensuite, il nous dit que 324 divisé par 2, ça fait 162. Et 161,8, c'est le nombre d'or. Et ensuite, eh ben c'est tout. Il s'arrête là. Il balance ça comme ça. Démerdez-vous avec ces chiffres. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, tout est dit. Je considère que on a fait le tour de la question. Ah si, pardon, il précise, gardez bien ces chiffres en tête pour le futur, mais je ne sais pas quel futur, parce que dans la conférence, il ne dit rien de plus concernant le nombre d'or, enfin, cette relation chiffrée complètement ubuesque. Après un peu plus de 3 heures de conférence, là, on va basculer dans toute la partie intelligence artificielle, qui, je le rappelle, ne se trompe jamais. Déjà, il dit qu'ils ont décrit leurs idées à l'intelligence artificielle en lui demandant ensuite ce que ça pourrait être. Quand on connaît l'intelligence artificielle,
quand on sait comment elles fonctionnent? Eh bien, vous savez qu'on peut déjà influencer les réponses par la manière dont on va phraser les prompts, les requêtes. Donc, il suffit de demander à l'intelligence artificielle, concernant cette découverte, les choses de manière très spécifique pour induire la réponse qui va dans notre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, l'intelligence artificielle va nous donner, oui, la réponse induite par les questions. Et ici, c'est totalement le cas. Encore mieux, l'intelligence artificielle fait preuve de réserve et indique que les structures modélisées qu'elle présente pourraient être aussi bien naturelles que artificielles. Donc en italien, c'est naturel ou artificiel. Sauf que notre petit filou, lorsqu'il fait sa conférence, eh bien, il se trompe. Alors je ne sais pas s'il se trompe à dessein ou si sa langue a fourché et que c'est un petit lapsus. Mais lorsqu'il fait la présentation, il nous dit que selon l'intelligence artificielle, les structures souterraines détectées par les scans sont naturelles et artificielles. Selon moi, il fait exprès de passer outre cette nuance ou cette dualité proposée par l'intelligence artificielle parce que il nous dit que comme l'intelligence artificielle a mentionné que c'est naturel et artificiel, eh bien, cela veut dire que ça existe vraiment. Et c'est là que lui aussi, 3 heures plus tard, il refait le lien avec les chambres souterraines du mythe de la mantille. Donc, comme il utilise ce résultat comme preuve que nous avons vraiment un complexe, une cité souterraine, eh bien, je pense qu'il a fait exprès d'oublier que l'intelligence artificielle avait dit naturelle ou artificielle. Donc on a cette cité souterraine avec des tubes en verre, etc. Mais non seulement ça, mais ces structures souterraines, ces tubes et toutes ces chambres qui vont jusqu'à 640 mètres de profondeur auraient été construits, taillés, entre guillemets, mis en place pour soutenir le poids des pyramides, sans quoi le plateau de Gizeh se serait effondré. Donc, est-ce que ce sont des chambres de la mantille, une cité souterraine, ou est-ce qu'on est sur des fondations? Il y a un moment, il faut quand même choisir. Franchement, il y a autre chose qui s'est effondré un petit peu, c'est mon cerveau, parce que en enchaînant toutes ces traductions, en découvrant phrase après phrase ce qu'ils ont osé dire, et encore, je m'arrête que sur l'essentiel, j'ai pas tout fait. Oui, quand tout ça m'est parvenu, c'est oui, mon cerveau et la micro-pointe d'espoir qu'il me restait qui se sont effondrés instantanément. Enfin instantanément, même pas, hein, mais progressivement, phrase après phrase. À 3h44 de conférence, il parle ensuite du puits d'Osiris. Alors le puits d'Osiris, c'est une structure souterraine qui se trouve, en fait, elle est adjacente à la chaussée royale qui relie le temple de la vallée au temple funéraire de Képhren. Donc cette grande allée, vous savez, qui monte depuis le Sphinx vers la pyramide de Képhren. On est à peu près à la moitié de cette allée royale, face sud. Donc quand on va du Sphinx à la pyramide de Képhren, on est à gauche. C'est une structure en plusieurs paliers qui fait 25 mètres de profondeur. Je ne sais pas trop pourquoi il parle de ça, parce qu'on n'est ni sous les pyramides, ni à 600 mètres de profondeur. C'est que 25 mètres. 25 mètres, c'est le niveau qui permet d'arriver à la nappe phréatique, d'ailleurs, en dessous du plateau de Gizeh. Ce qui permet aussi de comprendre le délire de tout ce truc, c'est que aujourd'hui, on a la nappe phréatique à 25 mètres de profondeur. Donc, comment, par quel miracle, aurait-il pu tailler des structures souterraines allant jusqu'à 600 mètres? Parce que très rapidement, on serait tombé dans la nappe phréatique et on n'aurait rien pu faire de plus. Mais bon, en fait, comme on est en plein délire depuis le début, on peut imaginer finalement tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, il va nous parler de ce plateau, de ce puits d'Osiris, pardon. Et donc, dans ce puits d'Osiris, il va revenir sur le fait que les égyptologues et que les archéologues sont des idiots qui ne savent rien, parce qu'en fait, le sarcophage symbolique d'Osiris que l'on trouve dans la chambre la plus basse qui se trouve presque dans la nappe phréatique, eh bien, selon lui, ce sarcophage, ou alors est-ce que c'est un petit carré noir qu'il présente à l'image? Enfin bref, l'un ou l'autre, selon lui, sont en tungstène. Ok, bon, soit. Et il s'arrête là, c'est tout. C'est la justification. Ce sarcophage est en tungstène, donc les égyptologues sont des idiots ignorants. Et ensuite, on arrive à 4 heures de conférence,
Et là, il fait la promotion pour son livre en disant que les personnes présentes ce soir-là, c'est-à-dire quand même 900 personnes, c'était un événement à guichet fermé, 900 personnes qui avaient assisté à la conférence, que tous les gens présents ce soir-là pouvaient venir pour faire signer son ouvrage, pour obtenir une petite dédicace, issue visiblement d'un grand ponte de l'histoire des découvertes venues d'Égypte ancienne. Donc si vous attendiez, les amis, d'en savoir un petit peu plus que le vide abyssal qui était présent dans l'étude ou dans les différentes publications, eh bien malheureusement, on n'en apprend pas plus à l'issue de ces 4 heures de conférence, ce qui prouve bien qu'en fait, il n'y a rien à dire. Ils ont fait quelques scans, ils ont trouvé quelques schémas comme ça, que lui d'ailleurs, enfin en tout cas le grand scientifique de l'équipe, ne pouvait pas comprendre car il est daltonien, et en plus, comme il l'a dit, il ne comprenait rien, il ne savait pas quoi en faire. Pour autant, ils ont tous été capables d'imaginer des grands tubes, qu'ils ont ensuite décrits à l'intelligence artificielle en demandant est-ce possible qu'il y ait des grands tubes, etc. etc. L'intelligence artificielle a dit peut-être naturel, peut-être artificiel, voici une jolie modélisation qui, il est certain, va faire couler beaucoup d'encre, et voilà, on en est là, pas plus. Donc, une longue vidéo, beaucoup de traductions, non seulement de cet italien, mais aussi de ma part pour repasser la chose d'anglais en français, pour finalement se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, et pas l'eau de la nappe phréatique de Gizeh, en se rendant compte que là, vraiment, par A plus B, il n'y a rien à tirer de cette triste annonce ou découverte. Mais bon, au moins, voilà, ça fait sourire. Il y a un côté au moins cocasse, et franchement, il y a un panache gigantesque d'avoir le courage de présenter cela, appuyé par une conférence de 4 heures, lors de laquelle on va mentionner tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, j'ai uniquement survolé les éléments les plus importants et je ne suis pas allé dans le détail d'absolument tout, parce que là, j'aurais fait une vidéo de près d'1 heure, et j'ai besoin de garder les pieds sur terre et d'avoir un cerveau qui continue à fonctionner, pas bien, mais qui continue quand même à fonctionner de manière à peu près normale. Voilà. Donc merci d'avoir eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, peut-être qu'on va faire une petite pause d'Égypte maintenant. Eh bien d'ici là, portez-vous bien, et comme toujours, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.